Alors là, je vous ai mis une slide un petit peu lourde. Je voulais avoir pour finir, quelques éléments un peu plus concrets sur comment on fait pour participer à ces événements internationaux et ces interfaces sciences politiques, en essayant de voir au-delà des sollicitations auxquelles vous êtes amené à répondre, comment vous pouvez être à l'initiative de cette participation dans ces interfaces sciences politiques. Bien sûr, vous pouvez participer au COP. Et là, je voulais juste vous faire un petit rappel sur la zone bleue et la zone verte. Hein, dans les COP, il y a deux zones en fait. Il y a une zone bleue qui est réservée aux négociations officielles, qui est gérée par les Nations Unies. Et donc, comme le disait un de vos collègues, là, il y a des pavillons pays dans lesquels les pays organisent des événements. Et donc là, c'est vraiment, à condition d'être accrédité, eh bien, une possibilité intéressante pour porter des sujets en particulier. Mais là, encore une fois, il faut être accrédité, hein. Et donc l'accréditation, elle peut être obtenue auprès du pays d'origine ou à l'échelle régionale, l'Union européenne, l'UMOA, etc. Ça, c'est la zone bleue. Mais il y a aussi la zone verte, qui est gérée cette fois par le pays hôte. En fait, la zone verte, c'est la société civile, en quelque sorte. Donc là, vous n'avez pas besoin d'accréditation. Et donc, il y a tout un processus. À partir du moment où on sait quel est le pays hôte, eh bien, vous allez sur le site et vous avez candidaté pour être un intervenant dans la zone verte. Vous pouvez demander un stand que vous allez sans doute devoir être amené à fusionner avec d'autres acteurs, mais en tout cas, c'est assez ouvert, c'est assez facile. La limite de cette zone verte, c'est que c'est le pays hôte qui gère. Donc, par exemple, aux Émirats arabes unis, ça a posé question, parce que il peut y avoir une expression assez limitée de la société civile. Ça a encore plus posé question à la COP27 de Sharm el-Sheikh en Égypte, où là, carrément, les manifestations étaient interdites. Donc, participer au COP. Donc, ça peut se faire par la zone verte, là, c'est très ouvert, ou la zone bleue. Dans la zone bleue, vous pouvez donc proposer des side events. Side events via le pavillon de votre pays d'origine ou via des side events qui sont organisés par des pavillons plus ouverts. Il y a des pavillons régionaux, il y a des pavillons de l'UNFCCC, il y a aussi des pavillons thématiques. Et donc là, pour nous, chercheurs, c'est vraiment une opportunité pour présenter ses résultats de recherche, mais tout en pensant qu'on n'est pas dans une arène scientifique. C'est-à-dire qu'il faut que les résultats de recherche soient discutés, soient appropriables, soient inspirants pour des décideurs politiques. C'est-à-dire que quand vous présentez un side event, il faut par exemple que à l'ISRA, vous présentez un side event sur, je sais pas moi, l'élevage, et bien vous invitez également quelqu'un de la Banque mondiale qui travaille sur l'élevage, une ONG qui travaille sur les questions d'élevage, et puis euh, une autre ONG qui est un point de vue différent du vôtre ou qui vient alimenter le vôtre. En tout cas, il faut penser qu'on est dans des arènes qui sont à l'interface entre science et politique. Par contre, le processus de sélection est très laborieux. Pour l'avoir fait plusieurs fois, j'ai quelques conseils. D'une part, passez par votre université, laboratoire, qui se rapprochera du point focal de votre pays. Ça, c'est vraiment important de savoir, vous, en tant que chercheur, il faut absolument que vous connaissiez le point focal changement climatique de votre pays. Madeleine Diouf, par exemple, au Sénégal. Passez par son ministère de la Recherche, notamment. Ou si vous êtes à l'ISRA, ministère, pour l'instant encore, de l'Agriculture. Passez par des organisations régionales, l'Union africaine, l'Union européenne, l'Union pour la Méditerranée. Passer par des partenaires des Nord et des Sud pour éviter les lourdeurs administratives de ces inscriptions. Par exemple, nous, au CIRAD, on cherche toujours, à l'IRD, à l'INRAE, c'est la même chose, on cherche à intégrer des partenaires du Sud dans nos side events. Donc, n'hésitez pas à nous interpeller, moi, personnellement, Benjamin Sultan et d'autres, pour dire, je pense que ce serait important de développer ça dans les COP, dans un side event. Est-ce que vous seriez partant pour qu'on monte un side event ensemble? Sachant qu'il faut être plusieurs partenaires parce que le secrétariat de la Convention climat nous demande les organisations avec lesquelles on pourrait fusionner. Donc vraiment, il faut essayer de développer son réseau
pour intégrer ces side events. Bien sûr, la rédaction de policy brief est vivement conseillée. N'hésitez pas à vous allier à d'autres chercheurs, partenaires pour écrire des side events, 4-5 idées à défendre, leur lien avec les politiques publiques, et ça, c'est particulièrement apprécié. Ça, c'est côté COP. Vous pouvez aussi participer à ces négociations internationales en tant que chercheur via le GIEC. Le GIEC, vraiment, je le redis encore, manque d'experts des Suds. Ils sont particulièrement en demande d'intégrer davantage de chercheurs des Suds et des jeunes. Donc vraiment, ne pas hésiter, pardon. Ce qu'il faut, c'est identifier quels sont les experts dans vos pays. Comment s'appelle-t-elle au Sénégal? Désolée, je prends le Sénégal, c'est ce que je connais mieux, mais dans les autres pays, il faut chercher, hein. Vous identifiez quels sont les experts qui sont impliqués. Au Sénégal, c'est Aïssa Niang Niang, ouais, qui vient d'être vice-présidente, qui est désormais vice-présidente du GIEC. Vous la contactez, vous lui envoyez un mail et vous lui dites bah, moi, je serais intéressée en tant que jeune chercheur, bon, ici sénégalais, pour participer au GIEC. Voilà quel est mon domaine d'expertise. Vous contactez également le point focal, manifestez auprès de lui. Et puis, si vous n'avez pas ce réseau-là ou de façon parallèle, vous pouvez reviewer les rapports du GIEC. Et à titre personnel, c'est particulièrement intéressant. Comment ça se passe? De 1, vous allez sur le site du ministère de la Recherche de votre pays, vous déposez votre CV et ensuite, une fois qu'il est validé, vous pouvez avoir accès au rapport du GIEC et faire du reviewing. Là, c'est particulièrement intéressant. Pourquoi? Parce que vous voyez, tiens, moi, mon objet, c'est quoi? C'est les politiques publiques, l'élevage, la diversité génétique. Eh bien, je vois qu'ils n'ont pas parlé d'un papier que je connais très bien, ou même d'un de mes papiers, alors que ça a du sens dans le reviewing du GIEC. Eh bien, je propose de corriger le rapport du GIEC en mode commentaire avec des références scientifiques. Et donc, vous apparaissez comme un reviewer. Vous pouvez le faire de façon individuelle ou le faire de façon collective, parce qu'il y a aussi un reviewing collectif qui est organisé par le point focal du pays d'origine. Et donc là, vous apparaissez comme reviewer. Et si on voit que vos reviewings sont particulièrement pertinentes, sont bien référencées, il y a des références scientifiques derrière, eh bien, vous allez être sollicité petit à petit pour devenir reviewer au sein du GIEC. Et devenir auteur éventuellement du GIEC. Donc ça, c'est particulièrement important, intéressant de faire ça. Je vous parle de l'échelle internationale, mais ça fonctionne aussi bien sûr pour l'échelle nationale et l'échelle territoriale. Ouais. Le reviewing, en fait, il y a 2 façons de reviewer au GIEC. Il y a soit à titre individuel, soit à titre collectif. De façon collective, c'est le point focal de votre pays d'origine qui organise le reviewing. Ce point focal dit on fait un reviewing pour la Côte d'Ivoire. Donc, ils prennent toutes les organisations potentiellement intéressées. Normalement, dans votre organisation, il y a quelqu'un qui est en lien avec le point focal et qui doit vous dire, on fait le reviewing Côte d'Ivoire, donc on vous donne le document et vous faites un reviewing au nom de votre institution. Donc, vous appartenez, je ne sais pas moi, à l'université d'Abidjan ou au Centre Changement Climatique d'Abidjan. Vous faites du reviewing en tant que Université d'Abidjan, au Centre Changement Climatique d'Abidjan. Un reviewing collectif. Mais où c'est vous, individuellement, qui corrigez, qui mettez des références supplémentaires. Il y a une deuxième façon de faire, c'est que sur le site, alors peut-être que ça dépend des pays, mais en tout cas, il faut contacter le point focal. Sur le site du GIEC, de l'IPCC, ou bien à l'échelle de la Côte d'Ivoire, ça dépend des pays, vous candidatez en tant que reviewer individuel. Et là, vous envoyez juste votre CV. Vous allez sur le site de l'IPCC, vous allez le trouver. Vous envoyez votre CV est validé. Ensuite, on vous envoie des codes pour faire votre reviewing, cette fois-ci à titre individuel. Donc ça, c'est les 2 canaux pour devenir reviewer au GIEC. Soit collectif, soit individuel, uniquement sur CV individuel. Donc c'est assez facile, hein. Vraiment, Ok. ça se fait très bien, ils répondent assez vite, ils valident très vite votre CV.
Ok, il nous reste un bon quart d'heure. Je voulais finir ma présentation euh, par cette échelle nationale. À l'échelle nationale, eh bien, vous savez que bien sûr, dans le cadre des NDC et puis des stratégies nationales, des politiques nationales, eh bien, il s'agit de développer des politiques d'adaptation et d'atténuation pour l'agriculture aussi à l'échelle nationale. Comme je vous le disais tout à l'heure, 100% des contributions aujourd'hui ont intégré l'agriculture comme un secteur clé pour l'adaptation, 80 pour l'atténuation et seulement 62 pour les systèmes alimentaires. Donc ça, à mon avis, ces prochaines années, ça va monter en puissance et donc on va nous solliciter, nous, en tant que chercheurs, pour essayer de faire émerger davantage les enjeux des systèmes alimentaires dans les questions d'atténuation et d'adaptation. Seulement, fabriquer des politiques d'adaptation et d'atténuation pour l'agriculture à l'échelle nationale, c'est particulièrement complexe. En sciences politiques, on parle de 8 problèmes ou de super 8 problèmes, problèmes super compliqués. Pourquoi c'est particulièrement compliqué? Parce que les questions d'agriculture, d'atténuation et d'adaptation euh, euh, sont, sont particulièrement complexes à cinq titres différents. Premier, premier titre, pourquoi elles sont particulièrement complexes? Parce que les questions d'agriculture et de climatisation des politiques agricoles, eh bien, c'est un problème parmi d'autres. Et vous savez bien que les questions d'agriculture et de changement climatique, eh bien, sont en compétition avec d'autres problèmes publics. Il y a une hiérarchisation, en quelque sorte, des problèmes. La sécurité alimentaire, quand votre problème principal, c'est de nourrir votre population, eh bien, vous allez d'abord penser à augmenter les rendements plutôt que forcément à adapter et encore moins atténuer l'agriculture au changement climatique. Or, l'idée, c'est bien d'essayer de penser en synergie. Mais on voit bien que dans de nombreux pays, le risque d'insécurité alimentaire est tel et le risque politique aussi est tel que beaucoup de gouvernements n'osent pas prendre de risques. Donc ça peut entrer parfois en compétition. Mais c'est encore plus vrai pour les questions d'emploi. Par exemple, en Afrique du Sud, la question de l'emploi véritablement vient en quelque sorte concurrencer directement les questions d'adaptation et d'agriculture, d'adaptation et d'atténuation au changement climatique. De même en Colombie, on l'a vu, c'est les questions de paix qui sont prioritaires pour les gouvernements et moins l'agriculture, changement climatique. euh, En général, de même pour biodiversité, on le voit, alors ici, on le voyait, je peux parler en Europe avec le pacte vert, l'idée c'était quand même prioritaire, c'était quand même surtout prioritairement de diminuer l'utilisation des intrants chimiques. On voit bien que c'est en concurrence, c'est en compétition. Il y a une difficulté à penser en synergie les questions d'agriculture, changement climatique et ces différents autres enjeux. Euh, et ce qu'on peut voir aussi, on a fait tout un travail à l'échelle internationale, c'est que c'est quand il y a des solutions disponibles que le problème le plus visible l'emporte. Quand le problème est important et qu'il n'y a pas de solution, eh bien, il va être moins mis à l'agenda, moins mis en politique publique, parce que même si tout le monde est d'accord sur le problème, s'il n'y a pas de solution pour y répondre, pas besoin de faire une politique publique pour ça. C'est un peu trivial la façon dont je vous l'explique, mais c'est pour juste renverser le regard. C'est-à-dire que si on veut qu'un problème fasse l'objet d'une politique publique, il faut qu'il y ait des solutions politiques, des solutions publiques à ce problème. Deuxième idée, ce problème est particulièrement complexe parce qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes. Et si vous arrivez auprès d'un décideur public et vous lui dites, voilà quels vont être précisément les effets du changement climatique localement sur mon territoire, à telle échéance temporelle, eh bien vous aurez plus euh, euh, de, de- de- d'impact sur ce décideur politique que si vous arrivez en disant eh ben, je ne suis pas sûr de l'impact, exactement, je ne suis pas sûr de quand ça va arriver. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une nécessité d'organiser des interfaces sciences politiques à l'échelle des territoires et même à l'échelle nationale et même à l'échelle des territoires, justement pour montrer qu'il y a des incertitudes, mais qu'il y a des fourchettes et que donc c'est dans le cadre de ces incertitudes qu'il faut essayer d'agir. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a vraiment aussi une concurrence entre les cadrages du problème. Par exemple, l'ANACIM au Sénégal a un cadrage
du problème de l'agriculture du changement climatique, il y a surtout un cadrage agricole qui est tourné vers la sécurité alimentaire, tandis que le CSE est plutôt un cadrage environnemental. Donc, on voit bien qu'il y a des façons de cadrer le problème, de s'approprier le problème, et donc des solutions qui vont être imaginées, qui vont être différentes. Il y a bien sûr aussi une complexité verticale, c'est-à-dire que vous le savez bien, hein, il y a ces politiques nationales, elles dépendent de financements extranationaux, elles dépendent également de tout un enchevêtrement de niveaux d'action publique, niveau national, niveau régional, niveau territorial, local. Cet empilement ne facilite pas l'action. Et donc, si vous êtes, vous, à l'interface entre ces différents niveaux d'action publique, eh bien, vous pouvez être un passeur d'idées, un passeur de financement, un passeur de normes de politique publique, ce qui peut être particulièrement favorable à l'action. Il y a aussi bien sûr une complexité horizontale entre différents secteurs de politique publique. Hein, comme je le disais tout à l'heure, les problèmes sont sectorisés. Hein, il y a le problème de la biodiversité, le problème de l'agriculture. Eh bien, il y a des secteurs de politique publique, des ministères en fait différents qui s'emparent aussi de ces questions. Si on prend par exemple l'agrivoltaïsme, hein, faire de l'énergie sur des surfaces agricoles, ben là vous demandez à des acteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, agriculture, énergie, de travailler ensemble, et ça c'est particulièrement compliqué. C'est difficile de sortir des silos. Hein, or, il est nécessaire de trouver la transversalité. À l'échelle du GIEC, on parle de gouvernance adaptative. Hein. Enfin, il y a des complexités liées aux interactions entre policiers et politiques. Parce que vous le savez, au nord comme au sud, eh bien, nos gouvernements sont souvent pris dans des logiques de court terme et une difficulté d'arbitrer. Sur le long terme. Et puis, il y a aussi des risques politiques liés à des mesures proposées. Il y a des mesures qui peuvent être impopulaires et donc nos gouvernements eh bien, ont des difficultés souvent à arbitrer en faveur de solutions qui pourraient être impopulaires. Et donc, nous aussi, en tant que chercheurs, eh bien, on peut, dans la limite, bien sûr, de nos possibilités, essayer d'accentuer sur la nécessité de ces mesures impopulaires en les expliquant en fait. Alors, est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Des réactions? Vous voyez, j'ai même terminé ma slide en parlant du type de gouvernement qui serait le plus adéquat pour gérer cette question climatique sur le court terme et le long terme. Il y a pas mal de publications à l'échelle internationale qui émergent et on ne peut être que questionné par le fait que des régimes autoritaires éventuellement seraient plus à même de développer des mesures de plus long terme, parce qu'ils posent quand même des questions éthiques et des questions d'acceptabilité. C'est-à-dire que pour qu'une solution au changement climatique soit suivie, adoptée, comprise, eh bien, cela ne peut se faire que dans des régimes démocratiques. En tout cas, en tant que chercheur, la place de ces interfaces sciences politiques est nécessaire et elle prend tout son sens dans des types de gouvernements qui sont démocratiques. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Alors, je voulais finir par mon intervention par un cas concret de mise en œuvre d'un instrument politique d'adaptation de l'agriculture au changement climatique, en tout cas qui est présenté comme tel, ce sont les assurances indicielles au Sénégal. Les assurances indicielles au Sénégal sont considérées comme un instrument de politique publique. Alors, vous savez qu'il y a 3 types d'instruments de politique publique. Les instruments qu'on appelle des incitations financières pour changer les pratiques des agriculteurs.
Il peut y avoir des interdictions. C'est par exemple une loi qui interdit l'utilisation, par exemple, de pesticides en particulier. Et puis, donc ça, c'est un deuxième type d'instrument. Et puis, un troisième type d'instrument, en plus des interdictions et des incitations, ce sont ce qu'on appelle les instruments de nodalité, qui en fait sont des instruments communicationnels qui visent à faire dialoguer des acteurs entre eux, à diffuser des informations, les informations climatiques, par exemple. Et donc, les décideurs ont le choix entre ces trois types d'arguments. Ces trois types d'instruments, toutefois, s'incarnent dans des réalités institutionnelles qui sont différentes. Il y a une dynamique d'institutionnalisation. Autrement dit, l'assurance agricole en Europe ne fonctionnera pas de la même façon qu'une assurance agricole au Sahel ou même dans chacun des pays du Sahel, puisqu'ils dépendent de dynamiques institutionnelles différentes. Si on prend l'exemple de l'assurance récolte au Sénégal, eh bien, on se rend compte de quelque chose de tout à fait intéressant. D'une part, l'assurance agricole a été d'abord portée par les organisations professionnelles agricoles en 2004, et notamment du CNCR, je ne sais pas si vous connaissez, Conseil national de représentation des ruraux, un syndicat agricole majoritaire au Sénégal qui a promu l'assurance agricole. L'idée, c'était qu'il y avait un risque climatique qui allait de plus en plus prépondérant et que ce risque devait être pris en charge par l'État. Il y a une ça a été adopté dans la loi agriculture sylvopastorale au Sénégal de 2004, mais cet instrument a été particulièrement long à être mis en œuvre. Je ne reviens pas ici sur l'impact de la présidence Wade sur ça. La Banque mondiale va reprendre le projet et va cette fois pousser pour une assurance récolte, mais sous forme indicielle. Vous voyez, donc l'assurance récolte sous forme indicielle, eh bien, il y a des relevés qui sont faits dans les territoires concernés où des agriculteurs ont souscrit l'assurance. Et en fonction de l'indice pluviométrique, eh bien, l'assurance va être déclenchée ou pas. À cette époque-là, il y a vraiment une forte volonté politique de l'État sénégalais de financer ces primes d'assurance. Elles sont prises en charge à hauteur de 50%. Il y a une part du financement qui émane également de la Banque mondiale. Et donc, l'assurance agricole, eh bien, va être diffusée petit à petit au Sénégal. Et en 2019, il y a une nouvelle réforme qui émerge. L'assurance devient même obligatoire pour souscrire un crédit. Donc là, le nombre de bénéficiaires de l'assurance indicielle augmente. On atteint 269 000 producteurs en 2019. C'est les derniers chiffres qu'on a de disponibles. Au Sahel, le Sénégal devient le pays dans lequel l'assurance indicielle est le mieux diffusée de la sous-région. Mais on n'est quand même qu'à 3% de la population rurale qui a souscrit à cette assurance. Donc, ce qu'on peut essayer de comprendre, c'est pourquoi. Quels sont les freins qui empêchent cet instrument de se diffuser plus largement? Et bien là, il faut comprendre que cet instrument, il est intégré dans une logique institutionnelle propre. C'est-à-dire qu'au début, vous voyez, c'était une revendication du mouvement paysan. Ça a été réapproprié par la Banque mondiale sous la houlette de la CNAS au Sénégal. Donc les OP, les organisations professionnelles, ont été de moins en moins impliquées, plus en plus éloignées. Et puis, il faut aussi dire que la demande des agriculteurs est faible. Ils n'ont pas l'habitude de cette assurance. Il y a aussi un manque de volonté des agriculteurs de payer la prime, ils n'ont pas les moyens. Et la solution de l'État sénégalais et de la Banque mondiale, ça a été de rendre cette assurance obligatoire à travers les crédits, mais ça pose des questions éthiques. Et aujourd'hui, il y a vraiment un reflux extrêmement important. Les agriculteurs sénégalais en veulent de moins en moins. C'était pour vous mettre l'accent sur l'importance des dynamiques institutionnelles pour comprendre les freins des instruments qui sont disponibles. Au-delà, bien sûr, les financements des instruments d'adaptation de l'agriculture au changement climatique peuvent aussi être un frein. Comme on l'a dit tout à l'heure, les acteurs extranationaux sont prédominants, notamment en Afrique, et ce mode de gouvernement par projet
qui reposent, hein, sur ces financements extranationaux, eh bien, gênent le développement, d'une politique, d'atténuation et d'adaptation de l'agriculture au changement climatique qui soit coordonnée. Les normes, varient fortement d'un pays à l'autre. Parfois, c'est agroécologie, parfois c'est climate smart. Il y a un risque d'incohérence, des contraintes bureaucratiques extrêmement fortes. Il y a des inégalités territoriales qui peuvent découler de ces financements extranationaux et donc qui rendent la mise en œuvre des politiques climatiques particulièrement complexes. Il me reste 1 minute pour conclure. Alors, je voulais conclure en vous disant, d'une part, que les savoirs scientifiques occupent un rôle essentiel dans le processus d'institutionnalisation de la question agricole dans les négociations climatiques. Et donc, nous, en tant que scientifiques, eh bien, on est partie prenante, qu'on le veuille ou non, de ces processus. Et que les usages des savoirs scientifiques dans le gouvernement global de l'environnement confèrent aux savoirs scientifiques et à ceux qui les portent, nous, une place déterminante dans le policy making à l'échelle internationale, transnationale, nationale et territoriale. Donc, je vous inviterai à chaque fois, et c'est ce que nous, on essaye de faire, à chaque fois qu'on est amené à produire de la connaissance, à savoir dans quel champ institutionnel s'inscrit notre connaissance et comment elle peut être utilisée. Voilà.